Bonjour à tous. Donc, je remercie la SNFMI de me donner l'occasion de présenter cette communication. Nous allons parler du syndrome des antiphospholipides et de l'intérêt de la recherche des anticorps de spécificité étendue. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Donc, les critères diagnostiques du syndrome des antiphospholipides, qui sont actuellement les critères de Sydney, qui ont déjà un peu plus de 15 ans d'existence, ils reposent sur la mise en évidence d'un critère clinique de thrombose, soit artérielle, soit veineuse, soit microvasculaire, ou alors d'un critère clinique de morbidité obstétricale qui peut être 3 fausses couches d'affilée non expliquées à moins de 10 semaines de gestation, une mort fœtale in utero à plus de 10 semaines de gestation, là aussi inexpliquée, ou encore une grossesse prématurée à moins de 34 semaines de gestation, là encore inexpliquée. À ces deux critères cliniques doit s'ajouter un critère biologique qui est la positivité d'un des 3 anticorps, qui soit l'anticoagulant circulant lipique, soit les anticorps anticardiolipines, soit les anticorps anti-bêta-2-GP1. Et cette positivité, elle doit être confirmée à 12 semaines d'intervalle. Le problème, c'est qu'en pratique clinique, on a tous des patients qui respectent soit le critère de thrombose, soit le critère de morbidité obstétricale, soit les deux parfois, et pour qui on a recherché plusieurs fois les 3 anticorps classiques, entre guillemets, du SAPL, et on ne les a jamais retrouvés. Alors, dans ce cas-là, il faut quand même se poser la question de possibles faux négatifs dus à des erreurs techniques de recherche des anticorps ou alors dus à certains traitements comme les corticoïdes ou l'hydroxychloroquine ou encore dus à certaines conditions biologiques, notamment l'hyper- ou l'hypogammaglobulinémie, un facteur rhumatoïde positif ou alors une recherche réalisée à un moment, au moment de la phase thrombogène, là où les anticorps sont consommés par le thrombus et peuvent être à leur absence. C'est pour ça qu'on recommande plutôt une recherche à distance 3 à 6 mois des événements thrombotiques. Une fois qu'on a confirmé qu'on n'avait pas de faux négatifs, qu'on n'a pas trouvé d'autres causes de thrombophilie chez ces patients, se pose la question d'un concept que des auteurs ont commencé à développer dans les années 90, qui est le syndrome des antiphospholipides séronégatifs, où en fait séronégatif est probablement un mauvais terme, on devrait plutôt parler de SAPL hors critères, puisqu'on sait maintenant qu'il y a un certain nombre d'autres anticorps qui ont été décrits, notamment les antiprothrombines, les antiphosphatidyl éthanolamines et les anti-annexine 5, ou encore d'autres comme les antivimantines, les anti-annexine 5 ou les anti-bêta-2-GP1 d'isotype IgA. La place de ces anticorps et de leur recherche dans la littérature, elle est peu décrite, elle est controversée et pour l'instant, il n'y a pas de recommandation claire sur leur place dans la pratique clinique. Donc, nous, on a fait une étude rétrospective de 2013 à 2019 chez les patients du service de médecine interne pour qui avait été fait une recherche soit d'antiprothrombine, soit d'antiphosphatidyl éthanolamide, soit d'anti-annexine 5. Cette recherche elle a été effectuée chez des patients soit qui avaient des phénomènes thrombotiques ou obstétricaux inexpliqués, soit qui avaient déjà un SAPL selon les critères de Sydney, mais qui continuaient à thromboser sans explication évidente. Donc là, c'est les caractéristiques des patients. On a 95 patients, principalement des femmes, un âge moyen de 43 ans, avec quand même une certaine part de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment du tabagisme, de l'hypertension artérielle, un petit peu de diabète, un peu d'obésité et des dyslipidémies. Alors, le motif de recherche de ces APL étendus était soit des AVC ou des AIT dans 25% des cas, soit des embolies pulmonaires dans 15% des cas, soit des thromboses veineuses dans 30% des cas, soit une morbidité obstétricale dans 27% des cas, ou encore une morbidité obstétricale plus des thromboses dans 8% des cas. Sur le plan biologique, on retrouvait des APL communs, les 3 APL communs, c'est-à-dire l'anticoagulant circulant lupique, l'anticardiolipine et l'anti-bêta-2-GP1 entre 12 et 17% chez ces patients. Et on retrouvait également les anticorps antiprothrombine dans 17% des cas, les antiphosphatidyl éthanolamine dans 2% des cas et les anti-annexine 5 dans 6% des cas.
Si sur cette population de 95 patients, on enlevait les patients qui avaient déjà au moins un anticorps classique du SAPL positif, on se retrouvait alors avec 68 patients et sur ces 68 patients, on en a 6% qui avaient des antiprothrombines positifs, 3% qui avaient des antiphosphatidyléthanolamines positifs et 6,25% qui avaient des anti-angiotensines positifs. Chez ces 68 patients qui faisaient soit des événements thrombotiques, soit des événements obstétricaux, soit les deux, et pour lesquels nous n'avions pas d'explication, la recherche de ces anticorps a permis quand même d'évoquer un diagnostic de SAPL séronégatif ou hors critère dans 18% des cas. Donc, pour discuter un petit peu la prévalence des anticorps antiprothrombine, antiphosphatidylléthanolamine et anti-annexine 5 qu'on retrouve dans notre étude est globalement similaire aux quelques études qui sont publiées dans la littérature. Cette recherche, elle a quand même permis dans 18% des cas de notre cohorte de retenir le diagnostic de SAPL séronégatif. Après, bien sûr, il y a toutes les limites des études rétrospectives avec potentiellement des biais de sélection. C'était quand même une population très ciblée de gens qui avaient déjà été bien explorés pour lesquels les événements thrombotiques ou obstétricaux n'étaient pas expliqués. Bien sûr, il y a une autre limite qui est la recherche. On a seulement fait la recherche de 3 anticorps, mais on sait qu'il en existe bien d'autres, comme les anti-vimentin, les anti-bêta-2-GP1 dijotype IgA, les anti-annexine 2, etc. Et enfin, tout ça ne répond pas à la grande question, c'est quand faut-il rechercher ces anticorps, quels anticorps, pour quels malades et à quel moment. Et alors ça, pour le moment, nous n'avons pas de réponse. Il y a d'autres études qui vont être nécessaires. Et la question va se poser de est-ce qu'il faut modifier les critères de Sidney qui ont déjà maintenant une quinzaine d'années en rajoutant d'autres anticorps qui sont maintenant décrits. Est-ce qu'il faut forcément rechercher ces anticorps en pratique clinique courante? Ça, la question devra être posée dans d'autres travaux. Quelques références bibliographiques.